Donc bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo technique sur le projet d'Uniteur June et plus précisément sur le prototype de l'API GVA que je viens de coder en environ une soixantaine d'heures de travail. Donc c'est quand même beaucoup de temps et d'investissement, hein. Pour un plein temps à 35 heures, c'est presque 2 semaines à plein temps. Donc GVA, qu'est-ce que ça veut dire? Donc trois lettres, hein, GVA. Donc c'est un diminutif pour GraphQL Verification API. Donc en gros, c'est une API, une interface de communication que j'ai nouvellement développée pour Junitor qui va servir à Cesium V2 que Benoît Lavenier, développeur de Cesium, va développer. Il va faire un Cesium V2 qui sera plus rapide que Cesium, notamment pour les paiements, et qui va se baser sur cette nouvelle API GVA qu'on doit co-construire ensemble, enfin, on doit définir ensemble et avec les développeurs des autres logiciels clients comme Mool qui développe Silkai et Vite qui développe Satya. On doit définir ensemble à quoi devra ressembler cette interface. Mais là déjà, moi j'ai développé un petit prototype que je vais vous présenter dans cette courte vidéo. Donc une API, c'est une interface de communication entre deux programmes. Donc ici, c'est une API qui permettra à un logiciel qui permet de faire ses paiements en June ou d'envoyer une certification de communiquer avec Junitor. La particularité de cette API, c'est donc qu'elle est basée sur GraphQL. Et GraphQL, donc je dirais c'est des spécifications, c'est un langage, c'est un- une convention sur une façon de communiquer, un langage pour communiquer entre un client et un serveur. Voilà. Et du coup, c'est un langage qui a la particularité de s'auto-décrire via ce qu'on appelle un schéma. Donc là, si on clique sur Doc, on a un schéma à droite et on voit les requêtes possibles, ce qu'on peut demander au serveur. Donc en GraphQL, il y a trois types de requêtes. Il y a les queries, donc on va demander des données en lecture. On va lui dire, bah voilà, là par exemple, le transaction history, on va lui demander par exemple l'historique des transactions. Ensuite, on a les mutations. Donc les mutations, c'est pour aller modifier des données, donc c'est pour effectuer une action. Donc la mutation, ça va être par exemple, j'ai fait une transaction, je veux envoyer des junes à quelqu'un, ou j'ai fait une certification, je veux certifier telle personne. Ça va être une mutation puisqu'on va modifier un état sur le serveur. Et enfin, on a les souscriptions, on va pouvoir souscrire à un événement. Donc ici, par exemple, dire préviens-moi quand tu as reçu une transaction, par exemple. Voilà. Donc on utilise le prototype que j'ai fait, il expose ce qu'on appelle ici un playground. Donc pour ceux qui connaissent peut-être GraphQL, alors GraphQL Playground, c'est pas GraphQL, c'est on va dire un truc un peu plus évolué qui se base sur GraphQL mais qui propose plus de fonctionnalités, notamment qui supporte les souscriptions et que je trouve que son interface est plus jolie, que l'autocomplétion est mieux. Enfin, voilà, j'aime mieux. Donc là, j'ai développé en Rust donc un serveur GVA qui vous propose le playground. Donc là, vous avez le endpoint sur mon nœud membre, donc g1.librelo.fr/gva. Quand on le requête en get dans le navigateur Firefox ou dans votre navigateur préféré, si vous faites une requête en get, ça va vous donner le playground. Et si vous faites une requête en post sur le même endpoint, bah là, ça va répondre à la requête GraphQL. Donc sans plus attendre, on va essayer une requête. On va regarder par exemple l'historique des transactions. Voilà. Donc on va regarder par exemple l'historique des transactions envoyées et reçues. Euh, voilà. Donc là, on peut en plus Spotify pour y voir bien, sauf que évidemment, ce qui est bien, c'est qu'il vérifie la syntaxe, le playground. Voilà. Et donc là, en fait, je vais regarder l'historique des transactions d'une clé publique en particulier. Donc par exemple de ma clé publique à moi. Voilà. Donc évidemment, ça va faire beaucoup de données. Alors, c'est pas ce que je voulais, ça. Excusez-moi, petite erreur en live. C'est pas grave. Voilà, excusez-moi, c'est un peu long. Donc, là, il nous dit, voilà, là, GVA, il nous dit, si on regarde la doc, hein, j'ai pas respecté les conventions. On voit que si je veux des transactions, et bien là, j'ai send des recettes, c'est des transactions, mais il faut que je dise, avec GraphQL, il faut que je dise quels sont les champs que je veux dans la transaction. Donc là, on voit tous les champs possibles. Donc, par exemple, je vais dire, je veux par exemple le commentaire de la transaction. On va s'amuser, par exemple, je veux le commentaire. Par exemple, pour les transactions envoyées, je veux les commentaires, et pour les transactions reçues, je veux par exemple les issuers qui me l'ont envoyé. Par exemple, hein, c'est juste pour tester. Voilà.
Voilà, donc là j'ai envoyé la requête et là on voit que bah, c'est souvent Rémuniteur hein, qui m'a envoyé des sous, forcément, vu que je forge des blocs, comme tout le monde. Et donc là on voit ce qui est reçu, on voit ce qui est envoyé. Et donc on voit que j'ai participé à un crowdfunding j'annonce par exemple. Euh, donc voilà, et puis ben, je dis souvent merci ou test quand je fais des tests, ou donc pour des dépenses futures, bon bref, voilà. Bon, voilà. Donc, on voit que j'ai souvent envoyé des choses en June aussi. Bon, bref. On peut aussi, alors nous ce qu'on va essayer de faire là dans cette vidéo, c'est de faire un paiement, comme le titre de la vidéo l'indique. On va faire un paiement manuel avec l'API GVA pour montrer qu'on peut faire un paiement. Vous allez voir qu'est-ce que fait Cesium quand vous faites un paiement, en gros. Donc pour faire un paiement, on va aller devoir demander les sources de monnaie d'un script. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. En réalité, ce qu'on appelle un compte, c'est un script. Donc un compte, c'est défini par l'ensemble des conditions d'utilisation de la monnaie sur ce compte. Donc quand on dit par exemple le compte de Héloïse, par exemple, eh bien en fait c'est le compte dont le script c'est SIG matelot public, c'est-à-dire dans la condition d'utilisation c'est une signature valide pour matelot public. Donc ça j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon en gros voilà. Et on peut faire des comptes plus compliqués, on peut faire le compte SIG A et SIG d'une autre clé publique B par exemple. Bon, là je ne vais pas le faire, mais on peut. Donc là, je vais demander les sources de monnaie disponibles. Alors, j'ai dans ce prototype mis en place la pagination selon les conventions officielles de GraphQL. Donc, quand on a beaucoup de données, c'est pratique. Ça permet d'avoir un peu de pagination. Donc, on a les données sont dans EdgeNode en réalité. Donc, EdgeNode va nous indiquer les données. Et page info va nous indiquer, par exemple, on peut demander, par exemple, est-ce qu'il y a une page suivante? Asnets page, par exemple. Hop, voilà, par exemple. Et on va dire, par exemple, je veux les 20 premières sources. Voilà. Donc là, pareil, même erreur que tout à l'heure, il faut que je dise qu'est-ce que je veux dans la source. Donc par exemple, je veux le mount, la base, le hash, euh, le output index, et puis même la date d'écriture. Je veux la totale, je veux tous les champs. Hop. Donc là, on voit des sources de monnaie que j'ai. Donc amount, alors les montants sont en centimes. Donc là, par exemple, 360, c'est 3,6 junes qui ont été créés dans une transaction qui avait ce hash-là, à cette date-là, et c'était en 21e position. Donc ça, très probablement, quand ces positions sont élevées, c'est rémuniteur, à mon avis. Là, par contre, j'ai reçu 5 junes en 0e position de quelqu'un, je ne sais pas de qui, mais bon, j'ai reçu 5 junes. Et ben, donc là, typiquement, j'ai reçu un DU, ça devait être le montant d'un DU à l'époque, 10,02 junes. Et bien, par exemple, on va prendre ce DU que quelqu'un m'avait donné, donc le DU actuel est plus élevé, mais à l'époque, quand ça valait 10,02, quelqu'un m'avait envoyé un DU, je ne sais plus pourquoi. Donc, on va prendre ce DU par exemple et on va rédiger un document de transaction à la main, on va envoyer ce DU à quelqu'un. D'accord? Donc pour ça, on va utiliser un utilitaire bien pratique qui s'appelle DubeTools, que j'avais développé il y a 2 ans déjà, que j'avais présenté au RML12, qui permet donc de vérifier le format d'un document du protocole, donc n'importe quel document, hein, pas forcément qu'une transaction. Mais là, on va s'en servir pour vérifier une transaction. Donc là, j'ai une transaction valide classique hein, qui envoie de la monnaie à une personne. Et donc, je vais modifier le input, c'est-à-dire la source qu'on consomme, pour mettre en input ce DU. Donc, amount 1002, base 0, input index 0. Donc, je copie le hash. Donc, je colle le hash en input. Et là, je mets juste le même montant. Voilà, 1002. Et en sortie, eh ben, je vais mettre le même montant, 1002. Et il faut que j'envoie ces sous à quelqu'un. Voilà, donc il faut que je décide. Et je pourrais décider d'ailleurs d'envoyer ces sous à un ensemble de 2 personnes. Pourquoi pas? Juste pour les embêter. Et commentaire, je vais mettre GVA pour dire voilà. C'est par exemple, je vais mettre sent with GVA. Désolé, mon anglais est peut-être pas très bon au niveau de la prononciation.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Cesium pour récupérer des clés publiques. Et donc, par exemple, je prends la clé publique de Benoît, par exemple. Je ne sais pas si je peux la choper comme ça. Je vais la choper plutôt par l'annuaire pour être sûr, hein. Donc, là, non, il ne se sert pas de ça. Ça, c'est que sur une test. Donc, on va prendre par exemple la clé publique de Benoît Lavenier, donc le développeur de Cesium. On va lui envoyer des sous. Hop, voilà. Donc la Cesium utilise un ancien API BMA qui est un peu lente. Hop. Donc je vais lui envoyer des sous. Hop. Et par exemple, pour le forcer à collaborer avec quelqu'un, coopérer avec quelqu'un plutôt pour débloquer ses sous, je vais par exemple mettre en autre condition la signature de Moule, par exemple, si on le trouve. Voilà, c'est juste pour tester. De toute façon, c'est un DU, c'est pas un énorme montant. Mais par exemple, donc, Benoît et Moule vont être les deux destinataires de ma transaction. Enfin, plus précisément, le destinataire de ma transaction est un compte dont les conditions d'utilisation sont la signature de la clé de Benoît et la signature de la clé de Moule. Ça veut dire qu'en gros, c'est un compte commun entre deux. On peut faire des comptes communs. Ça peut servir pour une association, par exemple, ou ce qu'on veut. Donc là, si je vérifie ce document, là, il me dit le format est valide, mais évidemment, la signature, elle est fausse, hein. C'était une signature d'un document d'exemple, bon, forcément, elle est fausse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va signer ce document. Donc, je vais prendre ce document, hop, copie, et je vais le signer avec un petit utilitaire. Donc, j'ai fait un petit utilitaire que j'ai développé aujourd'hui même, en fait, rapidement, qui permet de signer n'importe quoi. Donc, j'ai créé un dépôt sous DUBP signe. Donc voilà, c'est un petit utilitaire qui va juste signer n'importe quel message, n'importe quelle chaîne de caractères, en fait, en utilisant la cryptographie du protocole de Juniper. Donc, pour ceux qui ont déjà Cargo et Rust d'installer, c'est très simple. En une seule ligne de commande, vous l'installez. Et après, vous le lancez avec, en paramètre, un fichier test qui contient votre transaction. Donc, moi, là, je vais ouvrir mon IDE où j'ai ce projet DUBP Sign qui est très simple, hein, comme vous le voyez, ça tient en 50 lignes en comptant les 15 lignes de la licence. Donc ça tient en 35 lignes de code en fait, hein. C'est vraiment voilà, c'est on ne peut plus simple. Et donc j'ai un fichier doc.txt dans lequel je vais mettre le contenu de ma transaction. Voilà. Et ensuite, donc pour signer cette transaction, donc je vais exécuter des UBP signes en release. On pourrait le faire en debug aussi, hein, c'est pareil, on n'a pas besoin de performance importante ici. Et en fait, quand on les exécute, il va vous demander vos crédentials. Donc là, je vais les insérer, je vais les copier-coller via euh, Keep-Passage. Donc normalement, vous n'allez rien voir. Donc là, il me dit bien que ma clé publique, c'est D9D2, donc c'est bien ma clé publique. Et là, il me reprint dans la sortie standard le message à signer avec la signature à la fin. Donc moi, j'ai juste à prendre le message à signer avec la signature à la fin. Je copie ça. Et donc, je vais vérifier dans du Tools, est-ce que cette signature est valide? La signature est valide, on est bon. Donc maintenant que la signature est valide, je peux donc copier ce message. Et donc, on va l'inliner pour pouvoir l'envoyer dans GVA. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que avec le GraphQL Playground, en fait, on ne peut pas envoyer une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le saut de ligne avec son nom codé anti/n, que connaissent bien les développeurs. Ça veut dire un saut de ligne. Et ensuite, donc, on va inscrire ça en une seule ligne dans notre mutation. Donc, on revient dans notre playground. Donc ici, moi, je veux faire un paiement. Donc, je fais une mutation. Donc, je dis que j'envoie une TX. On peut envoyer plusieurs TX en même temps. On peut donner un tableau de chaîne de caractères et Juniper va gérer toutes nos transactions en même temps. C'est pratique. Ça permet de faire qu'une seule requête si on a plusieurs transactions à envoyer
comme des transactions de change par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc, et ben, là, donc, on prend ce qu'on appelle la rotate, c'est le format raw du document. Donc la notation, c'est deux points des guillemets, CTRL V. On va prettify ça. Et donc là, j'ai ma mutation, mais je ne vais pas l'envoyer tout de suite parce que j'aimerais aussi tester les souscriptions. On va voir, je ne sais pas si ça marche, mais bon, on va tester. Donc je vais essayer dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. C'est vrai qu'on a plusieurs onglets là-dessus. Mais bon, on a plusieurs onglets, donc je pourrais essayer dans un nouvel onglet. Je pourrais essayer de faire une souscription. Donc une souscription, ça veut dire je vais m'abonner à un événement. Donc ici l'abonnement Receive Pending TX. Et donc je vais dire je veux voir les outputs, les inputs, les issuers. Désolé si ma prononciation en anglais n'est pas forcément la bonne. Donc là je vais m'abonner via un WebSocket. Donc là il listen sur le serveur. Et pendant qu'il listen, je vais envoyer la transaction. Et là hop, il a reçu. On voit qu'il a reçu ma transaction envoyée. Donc la souscription a fonctionné. Il a bien reçu, il a été averti. Le client a été averti qu'une transaction a été envoyée. Donc les souscriptions fonctionnent, ça c'est cool. Et là, il me retourne, d'Uniteur me retourne true pour me dire ma transaction elle a bien été envoyée. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'elle soit écrite dans la blockchain. Donc, je peux regarder avec la vue réseau de Cesium si quelqu'un va l'écrire. Donc là, il faut attendre un bloc. En attendant qu'un bloc arrive, je peux vérifier avec l'ancienne API BMA est-ce que cette transaction elle est bien dans la même pool de certains nœuds d'Uniteur. Donc là, je vais regarder la web UI du nœud d'Uniteur qui a GVA pour voir à qui il est connecté. On voit qu'il est connecté au nœud Benoît Lavenier, par exemple, via une connexion WS2P. Donc je peux regarder sur le nœud Benoît Lavenier, est-ce qu'il y a dans sa même pool ma transaction. On regarde. Et dans sa même pool, il y a ma transaction. Ça marche. Donc on voit que la transaction a bien été relayée sur le réseau. Elle est notamment dans la même pool du nœud de Benoît Lavenier, par exemple. Est-ce qu'elle est dans la même pool, par exemple, du nœud officiel? On pourra regarder aussi. Elle est aussi, oui, elle est aussi dans la même pool du nœud officiel. Donc là, la transaction a bien été relayée à l'ensemble du réseau, peut-être pas l'ensemble, mais on va dire à une grande partie du réseau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'un bloc soit écrit pour pouvoir, on va dire, voir cette transaction écrite dans la blockchain. Donc je vais quand même laisser tourner la vidéo jusqu'à ce que la transaction soit en blockchain. En attendant, je vais vous parler un petit peu, je pourrais vous parler un petit peu de comment ça marche. Donc ce schéma-là, donc on peut voir tout le schéma. Alors peut-être qu'on peut voir tout le schéma à un endroit. Je crois qu'on peut, oui, schéma. Hop. Donc là, avec le plain rule, vous pouvez voir tout le schéma. Donc vous voyez qu'il est assez long, hein, qu'il est assez complet. Donc c'est ça qui décrit toutes les données, tout ce qu'on peut faire avec l'API GVA. Et donc là, il est déjà assez long, mais en réalité, dans la pratique, il sera bien plus long puisqu'on pourra faire bien plus de choses. Aujourd'hui, en gros, on peut consulter l'historique des transactions, consulter les UTXO d'un compte. On peut demander aussi un node, bon ça c'est le truc classique hein, qu'on avait aussi avec BMA. Donc node c'est le nœud. Vous pouvez lui demander le nom de son software et sa version, par exemple. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait sur BMA aussi. Hop, il me faut l'onglet de fin. Donc là le software c'est d'Uniteur. Hein. Et la version c'est 1.8.1. Alors en réalité c'est une version de dev, donc ça devrait plutôt être 1.9-dev, mais bon, j'utilise pas encore de version de dev, peut-être qu'un jour je le ferai, c'est vrai que ça pourrait être bien. Donc voilà ce qu'on peut faire. Alors est-ce qu'un bloc est arrivé? Toujours pas, ok. Alors, pour revenir au schéma, donc ça c'est un schéma qui est auto-généré par la librairie que j'utilise. Donc j'utilise une librairie Rust qui s'appelle Async et GraphQL. Ils ont sorti justement leur version 2.0 il y a quelques jours, donc ça tombe parfaitement bien pour ce prototype. Et on voit que il y a quand même quelques commentaires hein, qui expliquent. Donc les commentaires, c'est moi qui les ai mis. Voilà, donc peut-être en attendant un. Ah bah voilà. Donc Milichamp a écrit un bloc qui contient, qui contient la transaction. Donc là, on voit que Cesium il affiche ce truc bizarre parce qu'il n'est pas capable de comprendre cette transaction, mais j'ai bien envoyé 10,02 June bloqué entre moule et s'il comprend signe of the pubkey 38M ou signe of the pubkey GFK. Donc j'ai rien dit, je suis mauvaise langue, Cesium comprend les transactions complètes,
Là, il me dit les unload conditions. Donc, bah, chapeau Benoît, effectivement, il gère bien en tout cas ce script-là. Donc, c'est un script simple. On pourrait tester des scripts un peu plus tordus pour voir, mais bon, la vidéo est déjà bien assez longue, donc on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie de votre attention et je reviendrai plus en détail sur ce que j'ai fait sur le forum et dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Évidemment, c'est un prototype, donc les développeurs des clients vont me faire le retour, vont me dire mais c'est pas ça qu'on veut, on va changer. Pas de souci, je vais changer en fonction de ce qu'ils veulent. Là, c'était surtout pour pouvoir moi techniquement tester plein de choses. Voilà, même si après on change le schéma, ce prototype m'a permis de tester un serveur web, des souscriptions, des mutations, de tester comment le plugin avec d'unitaire et sa même pool. Enfin voilà. Donc là, je sais que ça marche, que je peux faire des paiements en utilisant du Rust. Donc déjà, à partir de là, on va pouvoir avancer. Merci de votre attention.